Hello! Alors, on continue aujourd'hui la série de preview pour la saison 2019-2020 de la LNH et aujourd'hui, on s'attaque aux Maple Leafs de Toronto. Cette puissance de l'Est, c'est une équipe qui promettait beaucoup l'année passée. Honnêtement, je ne sais pas si vous faisiez partie de cette gang-là, mais il y a beaucoup de gens qui voyaient aller en tout cas, at least plus loin que la première ronde. Et puis finalement, ça a été un peu décevant, mais ils se sont fait éliminer en première ronde. C'est une équipe qui a énormément de potentiel sur un point de vue offensif, mais qui avait des grosses lacunes sur un point de vue défensif. Alors là, des suites à cet été qui a été un été très occupé pour Duba, il y a eu énormément de changements qui ont été faits dans cette organisation-là. Peut-être moins liés à la déception de l'année passée, peut-être plus liés à la masse salariale, puis dû au fait qu'il fallait, il fallait signer ce dude-là. Mitch Marner, on savait qu'il allait passer à la banque, que ça allait coûter une fortune. 94 points en 82 matchs l'année passée. C'est un gars qui a un talent offensif exceptionnel. Il crée un paquet d'affaires. On savait que ça coûterait cher. Alors, il y a eu un paquet de mouvements qui a été fait dans cette équipe-là. Et c'est une équipe qui est quand même très modifiée. Puis, entre autres, au niveau de la défensive, on a amené des éléments nouveaux qui peuvent changer le style de défense de cette équipe-là. On avait une lacune défensivement. On a fait des changements. On espère que ça va fonctionner. Comme je dis à chaque fois qu'il y a eu beaucoup de changements, on espère que la colle va pogner. Puis ça va faire un beau mix. Alors bref, cette équipe-là l'année passée, c'est 46 victoires, 28 défaites, 8 défaites en prolongation pour un total de 100 points, ce qui leur a donné la 5e position dans l'Est, la 8e dans la Ligue nationale. Une moyenne, de buts marqués par match de 3,49, ce qui leur donne le 4e rang dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts accordés de 3,04. C'est là où c'est le bas blesse, là. Parce qu'à 3,04, on est la 20e meilleure défensive de la Ligue nationale. Puis ça, c'est en très grosse partie à cause des défenseurs parce que franchement, la défensive était souvent relâchée l'année passée. Et c'est ce qui a mené éventuellement peut-être à la fatigue de Frederik Andersen. Parce qu'Anderson était quand même très bon en début de saison, puis ça a été plus difficile en deuxième moitié. Alors là, juste pour vous donner une idée, les statistiques collectives le disent. OK? Première moitié de saison, 27 victoires, 56 points. Deuxième rang dans l'Est. Deuxième moitié de saison, 19 victoires, 44 points. 11e rang dans l'Est. Fait qu'on a eu toute une débandade en deuxième moitié de saison. Puis on peut expliquer ça en partie à cause de la fatigue d'Anderson parce qu'il a fait face à beaucoup de tirs. Je me souviens plus exactement c'était quoi la moyenne de tirs accordés par match, mais c'était une moyenne qui était relativement élevée. Alors là, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être un petit peu trop fatigué en deuxième moitié de saison? Ces 30 premiers matchs, Frederik Andersen avait une moyenne de buts accordés de 2,50, efficacité 923. Dans sa deuxième moitié, donc ses 30 derniers matchs, on parle de 3,05, 911. On est passé de 2,50 à 3,05, de 923 à 911. On finit la saison avec 60 matchs, 2,77, 917. Alors franchement, il a été beaucoup moins dominant en deuxième moitié qu'en première moitié, mais ça peut être lié à la fatigue. Alors là, on espère qu'on va peut-être répartir un petit peu plus la job pour Frederik Andersen, mais surtout que la défensive va être plus serrée. Et ça, c'est un enjeu capital pour les Maple Leafs de Toronto cette année. L'année passée, le meilleur en termes de buts aura été John Tavares avec 47 buts. Le meilleur en termes de points, Mitch Marner avec 94 points. Et le meilleur défenseur a été Riley avec 72 points et un plus 24. Alors, très bonne saison pour ces trois gars-là. En fait, il y a une couple de gars qui ont eu une bonne saison l'année passée. Plus difficile pour Austin Matthews en fin de saison. Peut-être un conflit avec l'entraîneur, je ne sais trop, mais il a été benché par bout. Puis ça l'avait excessivement frustré. C'est un gars qui a tout un caractère. By the way, un petit inside. Récemment, il a été, officiellement, il a été accusé d'entrave au travail d'un agent de la paix puis trouble de l'ordre public. En gros, c'est que quand il était sous avec des amis à Scottsdale, il aurait essayé de rentrer dans un véhicule dans lequel il y avait une agente de sécurité. L'agente de sécurité est sortie. Ils ont parlé un petit peu avec elle parce qu'elle voulait savoir pourquoi est-ce qu'il essayait de rentrer dans le véhicule. Puis quand ils sont repartis, les gars, mon cher Austin Matthews a décidé de baisser ses culottes, monter ses petites bobettes puis se grabber le cul. Alors mon exhibitionniste public, Austin Matthews, a quand même une personnalité qui est à la fois arrogante mais aussi un fort caractère. On a pu le voir à une couple de reprises, entre autres le move qu'il a fait dans les pré-saisons d'essayer de regarder le nom du gars en arrière de son chandail, ou même l'année passée avec la foule de Chicago, là, quand il a fait un mouvement de la main. Alors bref, c'est un gars qui est arrogant et c'est un gars qui a beaucoup de caractère. Fait que c'est-tu un conflit de personnalité? C'est-tu parce qu'on trouvait qu'il se fournissait pas assez, dans le sens qu'il se donnait pas assez sur la glace? Je sais pas exactement, mais en tout cas, il a été coupé une coupe de match. Fait que ça a été plus difficile pour lui. Mais quand même, 73 points, 68 matchs, statistiquement parlant, c'est une bonne saison pareil pour lui. Alors là, en termes de jeunes, écoutez,
Dans le cas de Ilya Mikheyev, c'est un gars de 24 ans. On ne parle pas vraiment d'un jeune. C'est un gars qui a été signé, qui nous arrive de la KHL et c'est peut-être le gars qui est le plus possible qui va faire partie sur une base régulière de l'alignement l'année prochaine. Alors, âgé de 24 ans, Ilya Mikheyev est non repêché. Il jouait dans la KHL l'année passée. 62 matchs, 23 buts, 22 assists pour 45 points. Il a été le meilleur buteur, le meilleur pointeur de son équipe, excusez-moi, puis il a fait partie de l'équipe étoile de la KHL. Ce gars-là, il s'amène avec Toronto, il est vu comme étant un joueur de troisième ligne. Alors, théoriquement, il devrait faire partie de l'alignement dès cette année. Là, au moment où je tourne ma vidéo, il est encore dans l'équipe, il n'a pas été encore coupé pendant les training camps. Par la suite, on va parler de Rasmus Sandin. Lui, c'est un défenseur de 19 ans, choix de première ronde en 2018. Dans le cas de Sandin, lui, il jouait dans la Ligue américaine l'année passée. 44 matchs, 6 buts, 22 passes pour 28 points. C'est un gars qu'on considère efficace dans les deux sens de la patinoire. Il excelle sur un point de vue défensif. Sa première saison dans la AHL a été une grande réussite. Alors, c'est un gars qu'on voit comme étant potentiellement régulier dans le top 6 ou sinon scratch, mais qui aurait des fortes chances de faire partie de l'alignement dès cette année dans le cas de Sandin. C'est un gars en qui on croit à Toronto. Troisième joueur ici, on va parler de Jérémy Bracco, 22 ans, choix de deuxième ronde en 2015. Dans le cas de Bracco, lui, c'est dans la AHL qui jouait l'année passée. 75 matchs, 22 buts, 57 passes pour un total de 79 points en 75 matchs. C'est quand même pas mauvais. Il est passé de 32 points dans la AHL, donc 32 points à 79 points. C'était sa première saison à 32 points. C'est un gars qui... on connaît son flair offensif, on connaît ses faiblesses en jeu défensif. Fait qu'il doit améliorer son style défensif. Peu de chance qu'on le voit dans la LNH de cette année, mais c'est quand même un jeune au niveau offensif qui est prometteur pour l'organisation. Par la suite, j'aimerais ça parler du défenseur Joseph Duszak, 22 ans. Lui aussi, il est non repêché. Dans le cas de Duszak, lui, il jouait dans la NCAA l'année passée. 37 matchs, 16 buts, 31 passes, 47 points. En tant que défenseur, 47 points en 37 matchs dans la NCAA, c'est très bon. Ça a été le meilleur défenseur de la NCAA. Il a été nommé joueur de l'année et il a été finaliste pour le joueur au niveau de tous les circuits universitaires aux États-Unis. Alors, finaliste, il n'a pas gagné, mais quand même finaliste. Très fort potentiel sur un point de vue d'un défenseur à caractère offensif. Encore là, pour Toronto, c'est super intéressant. Et le dernier, on va y aller avec le défenseur Timothée Liljegren, 20 ans, choix de première ronde en 2017. Beaucoup de gens le voient déjà comme un scratch dans l'organisation dès cette année. Je ne sais pas s'il va être capable de percer l'alignement. Dans son cas, lui, il jouait dans la AHL l'année passée, 43 matchs, 3 buts, 12 passes pour un total de 15 points. C'est un gars qui, semble-t-il, est très bon offensivement. Il a été malheureusement blessé au cours des 2 dernières saisons. Et un problème majeur qui, semble-t-il, est là, c'est qu'il crée beaucoup de revirements. Alors, il y a des choses encore à travailler. Moi, beaucoup de revirements me fatigue. C'est la raison pour laquelle je ne le mets pas tout de suite dans l'alignement. De la LNH, j'entends, donc dans la Ligue américaine pour moi. Alors, ça, c'est un alignement qui est un alignement possible. Selon le site Daily Faceoff, ça devrait être ça. Il y a des joueurs là-dedans qui sont des joueurs qui ont encore à se prouver, mais il y a comme beaucoup de rajouts qui sont faits. Fait qu'on ne sait pas vraiment comment la chimie va pogner là-dedans. Fait que je ne sais pas si ça va se maintenir. En tout cas, en termes de première ligne, moi j'y vais avec Johnson, 43 points, 73 matchs l'année passée, un gars qu'on connaît bien à Toronto. C'est pas nécessairement un gars de 80 points, mais c'est un gars qu'on aime bien. Donc c'est ce qui fait qu'on lui fait confiance. On aurait peut-être pu y aller avec Kapanen aussi, ça aurait pu être intéressant. Mais moi j'y vais avec Johnson. Par la suite, au niveau de premier centre, j'y vais avec Austin Matthews, 73 points en 68 matchs l'année passée. Bonne statistique offensive. C'est un gars qu'on connaît comme étant aussi responsable défensivement. Là, il y a peut-être eu une petite confrontation avec le coach, je ne sais trop, mais dans son cas, à lui, il a le salaire, il doit prouver qu'il mérite d'être où ce qu'il est. Il a un salaire de superstar. On s'attend à ce que ça soit un gars qui soit dominant dans l'équipe. Par la suite, j'ai eu avec Nylander, 27 points en 54 matchs. Lui, il doit se reprendre. Il peut donner beaucoup plus que ça sur un point de vue offensif. L'année passée, ça a été difficile. Il a commencé sa saison le 1er décembre à cause qu'il faisait la grève. Il n'avait pas signé de contrat, blablabla. Puis honnêtement, ça a été long avant de partir. Dans le cas de Nylander, là, j'aimerais ça vous donner une statistique particulière. Il y a eu seulement 3 points à ses 19 premiers matchs l'an passé quand il a commencé. En série, il a 1 but, 2 passes en 7 matchs. C'est un gars qui a un très fort, des très fortes habilités offensives, mais ça l'a pas vraiment paru l'année passée. Alors, il doit se reprendre en main. Il a signé son contrat. C'est un gars qui doit se prouver dès cette année. Par la suite, en deuxième ligne, j'y vais avec Kapanen au niveau de l'aile gauche. 44 points, 78 matchs l'année passée. Un bon jeune homme aussi. Par la suite, John Tavares, qui serait un excellent centre de premier trio aussi. Là. Fait que si jamais Matthews, il y a un problème, à ce moment-là, on a Tavares qui peut monter. Mais Tavares, j'aime bien le voir jouer avec Mitch Marner. Ça a bien été l'année passée. Pourquoi ça irait pas bien cette année? 88 points, 82 matchs l'année passée. Par la suite, Mitch Marner comme étant le deuxième ailier droit. 94 points en 82 matchs l'année passée. On voit peut-être certaines lacunes au niveau défensif de ce côté-là. C'est peut-être un petit peu plus intéressant sur le premier trio.
Bref, dealez ça comme vous voulez. Vous voulez un trio plus offensif, let's go, on monte lui. Puis si vous voulez plus défensif, let's go, on monte lui. Bon, hein. Par la suite, troisième trio, on va avec Mikheyev. Mikheyev, lui, c'est dans la KHL qui jouait l'année passée, 45 points en 62 matchs. Beaucoup d'analystes le voient comme étant régulier dès cette année dans la Ligue nationale. Puis selon les différents comptes rendus que j'ai lus sur les Maple Leafs, il a l'air d'être apprécié so far avec l'organisation. Comment il va s'adapter au style de jeu nord-américain? Who knows? Who knows? Ça peut être Panarin, ça peut être Shepachev, on ne sait pas. Par la suite, on y va avec le joueur de centre de troisième ligne, Kerfoot, qui lui nous arrive du Colorado. 42 points, 78 matchs l'année passée. On a une bonne ligne de centre, honnêtement, à Toronto. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est lui qui prend la place de Nazem Kadri, mais ceci étant dit, c'est un joueur qui est plus délicat, qui est plus de finesse que Nazem Kadri l'était. Il était très dérangeant, Nazem Kadri. Alors, ça va être un autre style de joueur, mais c'est quand même un excellent centre de troisième trio, pas de problème avec ça. Et en termes de l'aile droite, on y va avec Moore, 25 matchs l'année passée, 8 points. En termes de quatrième ligne, on y va avec Petan, 3 points en 18 matchs l'année passée, un jeune homme qui a des choses à prouver, fait qu'on espère qu'il va les prouver. Par la suite, Frédéric Gauthier, 14 points en 70 matchs au centre, et je termine le tout avec Jason Spezza, 27 points en 76 matchs. Spezza peut jouer au centre aussi, fait que ça, dealez ça comme vous voulez. Spezza qu'on a acquis pendant la saison morte. Moi, je coupe Nick Shore parce que j'aime pas ses statistiques, mais bon, ceci étant dit, il peut amener quand même de l'énergie dans cette équipe-là. Le jeune Timachov aussi, que je coupe. Agostino, qui lui avait connu un bon bout avec le Devils du New Jersey. Honnêtement, l'année passée, ça a bien été avec les Devils. Mais je ne crois pas qu'il soit dans ce groupe de joueurs-là réguliers. Puis, Hyman, lui, est blessé. Donc, théoriquement, il ne commencera pas la saison. C'est ce qui fait que je ne l'ai pas mis dans mon alignement. Mais fort probablement qu'il serait sur la première ligne à l'aile gauche en cas de Hyman. Au niveau des défenseurs, pas de question, Riley, c'est ton meilleur défenseur. Premier défenseur gauche, c'est Morgan Riley, 72 points en 82 matchs l'année passée. Là, j'ai vu les sites, ils mettent Cody Ceci comme étant le premier défenseur droit qui nous arrive d'Ottawa. 26 points en 74 matchs l'année passée. Moi, ce que j'en comprends dans cette logique-là, c'est une logique que j'aime bien si vous me connaissez, mais c'est un défenseur à caractère offensif qui se porte à l'attaque versus un défenseur à caractère défensif qui, lui, est stay at home. Il reste en arrière. Fait que je pense que c'est ça la logique que les Maple Leafs ont, puis c'est une logique que j'aime bien. Donc, Cody Ceci, plus solide défensivement, Riley clairement solide offensivement. Deuxième part, on y va avec Jake Muzzin, 37 points en 80 matchs l'année passée, un défenseur peut-être plus défensif que je fais jouer avec Tyson Barrie, 59 points en 78 matchs l'année passée, qui lui nous arrive du Colorado, un excellent défenseur pour porter la rondelle, mais justement, il n'est pas tout le temps à sa ligne bleue, mettons. Fait c'est bon d'avoir un Jake Muzzin qui est là pour le backer. En termes de troisième paire, j'y vais avec Sandin qui jouait dans la Ligue américaine l'année passée, 28 points en 44 matchs, on y fait son entrée dans la LNH, why not? Et Marine Chin, que je connais pas du tout, qui a été placé par, je pense que c'est par Daily Faceoff, je ne me souviens pas, j'ai vu sur un site, comme quoi il semblerait qu'il y a un bon potentiel pour être régulier dès cette année, mais je le connais pas vraiment. 5 points en 24 matchs l'année passée, rien pour m'épater. Ceci étant dit, Harper, je l'aime pas particulièrement, c'est un gars qui nous arrive d'Ottawa, c'est pas un gars qui est impressionnant du tout, et dans le cas de Dermott, il est blessé, donc il devrait pas faire partie de l'alignement avant plusieurs semaines. En termes de gardien de but, Anderson, ça a bien été en début de saison, ça a été plus difficile en deuxième moitié de saison. Reste que c'est le gardien de but partant de cette équipe-là. C'est le gardien qui a le plus fort talent dans l'équipe des Maple Leafs, puis ils n'ont pas vraiment de profondeur en termes de gardien. Fait qu'on y va avec Anderson, 60 matchs l'année passée, 2.77, 917 d'efficacité. Hutchinson comme auxiliaire, 9 matchs l'année passée, 3.27 de moyenne, 887 d'efficacité. Il a blanchi le Canadien en pré-saison. Fait que c'est pas un gardien de but qui a l'air d'être super dominant, mais assurément c'est celui qui vient après. Tout dépendamment de ce qui va avec Neuvirth. À venir, au moment où j'ai tourné ma vidéo, il est toujours pas signé, il est en essai professionnel. Je sais pas ce qui se donne avec Neuvirth. Fait que ça se peut que Neuvirth prenne la place de Hutchinson. À ce moment-là, Hutchinson pourrait peut-être aller dans l'américaine si Neuvirth est jamais signé. Mais là, pour l'instant, moi, il n'est pas encore signé. Fait que je sais pas. Puis c'est pas un gardien de but que je vois comme étant exceptionnel. Fait que je me dis que ça serait pas une perte plus grosse qu'il faut. Et en termes de troisième gardien de but, j'y vais avec Kaskisuo, qui jouait dans la Ligue américaine l'année passée. 30 matchs, 3.07, 896. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de profondeur avec les gardiens avec Toronto, les statistiques parlent de l'elles-mêmes. Alors, pour ce qui est des prévisions pour l'année prochaine, cette équipe-là est une équipe qui a changé quand même beaucoup de choses. Au niveau défensif, je la trouve assez intéressante, mais j'ai peur. Le style de jeu qui est joué à Toronto est un style très ouvert, qui est très en mouvement, et c'est quelque chose que j'aime moins avec les Maple Leafs. Fait que, honnêtement, même si d'après moi, ils se sont améliorés au niveau de la défensive, je pense pas qu'ils se sont vraiment améliorés au niveau de l'attaque, parce que même s'il était chiant, Nazem Kadri, c'est un gars que je déteste pas. C'est un gars qui amenait quand même quelque chose. Il amenait une dynamique, puis il amenait des points aussi. So, je pense que Kerfoot peut amener
donner les points, mais peut-être pas la dynamique. Je suis comme pas certain non plus dans le bas, comment ça va aller pour son adaptation, comment est-ce que ces gars-là vont s'intégrer dans l'organisation. Spezza vieillit, c'est une quatrième ligne qui, moi, m'épate pas plus qu'il faut. Sharp, je suis comme vraiment pas certain de ce qu'il va donner. Je vois même pas dans la LNH l'année passée. Donc, tu sais, j'ai plusieurs points d'interrogation dans cette équipe-là. Alors, honnêtement, moi, je pense qu'ils vont finir à peu près dans la même strate que l'année passée, aux alentours de la 5e position dans l'Est, parce que c'est une équipe que je vois encore très forte offensivement, mais qui peuvent, et je dis bien peuvent, avoir des lacunes sur un point de vue défensif. Alors, l'indice des Hockey Guys lui prend en considération la position dans la division. La division Atlantique est peut-être une des plus chiantes dans la LNH avec la centrale. Je ne vois pas du tout les Maple Leafs de Toronto être capables d'être meilleurs que le Lightning de Tampa Bay. Et j'émets des doutes. Je vais dire que j'émets des doutes sur être meilleur que les Bruins de Boston. Alors moi, si j'ai à évaluer la position des Maple Leafs, je vais y aller entre 2 et 4. Parce que ça me semblerait logique qu'ils finissent comme... Peut-être qu'ils réussissent à dépasser, tu sais, mettons Tampa Bay ou Boston, dépendamment comment leur saison va aller. Là. Je pense pas qu'ils réussissent à dépasser les deux. En tout cas, j'émets des doutes. Mais je pense pas non plus que ça va être une équipe qui va finir 5e dans l'Atlantique ou 6e dans l'Atlantique. Fait que j'y vais entre 2 et 4 d'après moi. Selon des Hockey Guys, les Maple Leafs de Toronto devraient finir entre la position 1 et 4. Donc, à peu près comme moi, mais je suis un peu plus précis dans ma prédiction. Alors, d'après vous, quelle position les Maple Leafs vont terminer l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des joueurs, d'après vous, qui sont des joueurs à surveiller dans cette équipe-là? Je vous dirais, moi, dans les joueurs à surveiller, là, Mikheyev, on ne sait pas quoi s'attendre de ce gars-là. Ça ne sera pas un gars qui va torcher la ligue, là, on s'entend, mais ça peut être intéressant à suivre, voir comment il va s'adapter à la LNH, parce que les gars qui arrivent de la KHL, des fois, s'adaptent bien, des fois, s'adaptent très mal. Fait que c'est un gars qui serait à suivre. Comment Tyson Barrie va être capable de jouer dans l'ombre offensive de Riley? Who knows? Who knows? Puis les joueurs qui sont à risque dans cette équipe-là, ben je sais pas, là, honnêtement. J'ai pas vraiment de... Il y a comme trop d'affaires qui ont changé. Il y a beaucoup trop de joueurs qui sont partis, beaucoup trop de joueurs qui sont arrivés. Fait que je crée bien que s'il y a des joueurs qui étaient à risque, qui sont plus là. C'est à peu près tout ce que je vais répondre. Alors, est-ce que d'après vous, il y a un joueur qui est à surveiller avec les Maple Leafs? Est-ce qu'il y a des joueurs d'ailleurs que je connais moins puis que vous connaissez peut-être un petit peu plus? Petan, je le connais pas beaucoup. Sandin, je le connais pas beaucoup. Marincini, je le connais pas non plus. Fait que si jamais vous les connaissez, là, faites-moi un petit depth chart là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'ils ont l'air ces joueurs-là? Je les connais pas. Alors sur ce, moi, je vous invite à laisser vos commentaires dans la rubrique commentaires, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager également pour qu'on jase hockey avec le plus de monde possible. Vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche. Il reste encore quelques previews pour la saison 2019-2020 de la LNH. Alors, restez connectés à la chaîne puisque ces vidéos-là s'en viennent dans les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'ai déjà hâte de vous revoir. Bye bye!